moi, je suis le docteur Luc Jean-Jean, donc je suis chef de service du service d'ophtalmologie du CHU de Nîmes, où ma spécialité, c'est dès que ça sort de l'œil, finalement, je suis neuro-ophtalmo, donc je m'occupe des nerfs optiques, du cerveau, des voies oculomotrices. Ça, c'est mon métier à l'hôpital. À la clinique Basse Vision, je suis médecin-chef. Donc, c'est moi, je m'occupe en fait d'organiser la rééducation euh, et de faire communiquer les différentes unités, d'écrire le projet médical. Voilà, donc l'idée, c'est deux activités un peu différentes où voilà, je fais la neuro-ophtalmo et du management à l'hôpital et de la basse vision, de la rééducation et de l'innovation à la clinique Aramab. Donc, ça, c'était mes liens d'intérêt. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes malvoyantes en France. Donc, on estime à près de 2 millions, mais les chiffres ne sont pas très précis. En ce moment, il y a l'étude Homer qui permet de préciser un peu l'état des lieux de la malvoyance en France, avec quel est le parcours des patients déficients visuels, quelles sont les pathologies qu'on rencontre. Donc, il y a une grande étude qui a été menée sur plus de 2000 patients, dont on devrait avoir les résultats prochainement. Et donc, nous, on sait que le diabète, le glaucome, les AVC, les rétines pigmentaires, les neuropathies optiques, quelles qu'elles soient, vont donner une basse vision. Et il y a une demande forte de rééducation basse vision et peu de centres pluridisciplinaires. C'est-à-dire que vous ne nous connaissiez pas, mais en fait, on n'est pas très nombreux, et notamment encore moins les centres avec hospice complète. Donc, il faut savoir que dans le grand public, finalement, il y a les aveugles et les bien-voyants, et les voyants, mais il n'y a pas les déficients visuels. Finalement, c'est assez peu connu et surtout, même les aidants ont du mal à se mettre à la place des personnes. Et là, vous voyez, il y a différents types de champs visuels où on va avoir une perte partielle de la vision, et notamment dans un Stargardt, on va avoir la configuration D1, où on va avoir la teinte centrale qui va être extrêmement gênante pour la lecture. Et par contre, la vision périphérique va être plutôt conservée. Mais on va voir tous les cas de figure. Donc l'idée, c'est surtout de bien penser que la déficience visuelle, ce n'est pas uniquement des patients aveugles, mais évidemment des patients avec une atteinte du champ visuel. Et c'est ça qui est primordial. Et je reviendrai tout à l'heure parce qu'on fait des sensibilisations justement au déficit du champ visuel, parce que voilà, même des aidants, même la famille ne comprend pas comment voit le patient. Donc voici aussi, on a des atteintes du champ visuel après des AVC, où là, c'est des patients qui sont malvoyants, ça c'est encore pire, des patients malvoyants à 10 dixièmes. On dit, on voit 10 dixièmes, on y voit bien, mais en fait pas du tout. On va avoir la moitié du champ visuel de chaque œil qui va être touché, et c'est un patient à 10 dixièmes qui va devoir avoir une canne et qui ne peut plus conduire. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi le message que je fais passer, c'est que l'acuité, c'est pas le seul marqueur de la déficience visuelle, et c'est très important de parler de champ visuel également. Et donc, les conséquences de la déficience visuelle, elles sont évidemment massives en fonction du niveau de baisse de vision, donc psychologique et sociale. Et surtout, nous, on a le phénomène de cercle vicieux qui est que, en fait, vous avez une mise en échec du patient qui va tomber, qui va se heurter, qui ne va pas reconnaître des connaissances quand il marche dans la rue. Et donc, on va avoir un phénomène d'évitement des situations à risque. L'évitement, ça veut dire que le patient va rester chez lui, va faire moins d'activités, va perdre des capacités, et ça va être un cercle vicieux parce que ça va aggraver le handicap. Et donc, ce cercle vicieux, nous, on veut absolument le briser avec la rééducation basse vision en disant, non, vous êtes capable, on va vous réapprendre à prendre le bus, à aller retirer des billets de banque, etc. L'idée, c'est surtout de casser ce cercle vicieux qu'induit la déficience visuelle. Alors, comment faire? Donc, en France, il y a le réseau Basse Vision qui est bien structuré. Il y a ce qu'on appelle la Société francophone de Basse Vision, où là, vous allez avoir tous les professionnels Basse Vision, que ce soit des orthoptistes, des opticiens, des instructeurs en locomotion, des ergots. Vous allez avoir, si vous êtes intéressé par la Basse Vision, vous serez sur l'annuaire Ariba, et en fait, un patient professionnel peut tout à fait consulter cet annuaire. Il est par département. Et globalement, les coordonnées de ces professionnels sont accessibles sur l'annuaire Ariba qu'on trouve sur Internet. Alors, ces professionnels vont exercer surtout en libéral ou en structure spécialisée. Mais alors, c'est surtout de l'HDJ, puisqu'en France, il n'y a que 3 cliniques, 3 centres avec de l'hospice complète. Donc, il y a Paris, Saint-Gaudens et Nîmes, voilà, avec la clinique Aramav. Avec en tout, il faut vous imaginer, ça fait à peu près 60 lits, hein. Donc, c'est vraiment, c'est très peu pour toute la France. Et donc, l'idée, c'est, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est qu'il y a, à mon avis,
Et ça, c'est un problème de formation des ophtas. C'est un travail pour mieux orienter les patients. Parce que l'ophtalmo, lui, il va faire un diagnostic. Alors, l'ophtalmo libéral, lui, il va dire il y a un problème sur la rétine. Aller dans un centre de référence, ils vont faire l'enquête génétique, on va avoir un diagnostic de Stargardt, etc. Euh, mais une fois que le diagnostic est fait, quelques recommandations. Et finalement, il n'y a pas de recommandation de rééducation basse vision. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur mieux orienter les patients. Et notamment, il y a la RADV, donc c'est une association du 13, qui a mis en place un numéro vert, qui est le 0800 013 010, qui permet en fait aux professionnels ou aux patients d'appeler pour savoir quels sont déjà les aides auxquelles les patients ont droit, quels sont les professionnels près du patient. Et donc, c'est vrai, un vrai numéro qui va aider le patient dans ce parcours d'obstacles qui est en fait quoi faire avec sa basse vision. Voilà, parce que ça, c'est clairement un travail que les ophtas n'ont pas le temps de faire. Et dernière chose, on est en train de créer à Nîmes une application de coordination de parcours. Donc là, vous avez une coordinatrice qui va appeler les patients à intervalles réguliers depuis l'annonce d'une DMLA, par exemple, jusqu'à la rééducation basse vision et un accompagnement, je dirais, holistique du patient avec, pareil, les aides sociales, les rééducateurs près du patient. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut plus ou beaucoup moins de patients qui viennent nous voir après 15 ans en me disant, mais pourquoi on ne m'a pas parlé de vous avant, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que le discours, l'orientation des patients, c'est fondamental. Alors, la clinique Arama Banim, nous, dans le Gard, on a un écosystème qui est assez unique puisque l'hôpital nous a suivis. Parce que je dirais, le meilleur traitement pour pas mal de maladies ophtalmo, c'est le dépistage, hein, que ce soit le glaucome, la rétinopathie diabétique. Euh, et donc, j'ai créé un service de dépistage à haut débit à l'hôpital où on vient changer ses lunettes, on contrôle la tension, on fait le fond d'œil. Si on dépiste une maladie, le patient est vraiment redirigé vers mon service historique qui est le service d'ophtalmo où là, on va traiter son glaucome, sa rétinopathie diabétique, etc., intervenir assez tôt. Et s'il n'y a plus d'intervention médicale ou chirurgicale, le patient est dirigé vers la clinique Aramav, où là, on fait de la rééducation pluridisciplinaire basse vision. Alors, quand je dis pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on a des ergots, des instructeurs en locaux, des instructeurs en autonomie, des instructeurs, donc des orthoptistes, des éducateurs spécialisés qui s'occupent des patients entre les séances de rééducation. On a une psychologue spécialisée en basse vision, parce que et ça, c'est très spécialisé. Vraiment, la prise en compte, soit on a des patients qui n'ont pas vu depuis la naissance, mais on a beaucoup de patients qui sont en train de perdre la vision. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a un accompagnement psychologique qu'on fait, c'est le volontariat, c'est-à-dire que c'est le patient qui demande, il y a accès. S'il n'a pas envie ou si c'est pas le moment, on le force pas, c'est vraiment là du volontariat. On a des assistantes sociales parce que très souvent le CERFA est mal rempli en consulte d'ophtalmo parce que, encore une fois, nous en consulte, on n'a pas beaucoup de temps, les ophtalmos sont pressés et souvent les patients n'ont pas toutes les aides auxquelles ils ont droit. Donc là, on remplit avec eux le certificat MDPH pour que le patient ait vraiment toutes les aides auxquelles il a droit. On a des psychomotriciennes, moi j'ai 2 médecins généralistes qui m'aident pour la coordination de rééducation et traiter finalement les maladies de tous les jours, hein, parce qu'ils peuvent être malvoyants et puis avoir un souci au genou, au dos, mal à l'estomac, etc. Et donc, on a de la médecine générale du quotidien et de la coordination de parcours. Voilà, c'est les médecins généralistes. Et puis, nous sommes 3 ophtalmos à temps partiel à y travailler. Donc, on a 20 lits d'hospice et l'ARS nous a autorisé 6 lits de plus, ce qui fait qu'on avait une grosse réputation avant de délais très importants, donc jusqu'à 3 ans et demi d'attente. Mais grâce aux lits d'hospice de jour, on a pu vraiment diminuer le délai, où là, globalement, si vous envoyez un dossier complet, en 1 an, 1 an après, vous êtes évalué à la clinique, et après, c'est dans les mois qui suivent. Voilà, donc ça, on a beaucoup diminué les délais d'admission à la clinique. Et on fait de la rééducation sur mesure, puisqu'effectivement, un Stargardt à 3/10, on ne va pas le rééduquer comme un patient qui n'a plus du tout de vision. Et donc, on a des programmes adaptés. Donc, pour vous faire un résumé, le programme 1, ça par exemple une maladie du Stargardt à 3/10. C'est un programme qui va durer 2 mois avec beaucoup d'autopsie. Programme 2, ça va être là une acuité centrale ABC. Encore une fois, ça peut être une maladie de Stargardt à 1/20
où là, l'orthopsie va être moins importante. Ça va rester important. On va faire du moitié-moitié, mais moins important que sur des programmes 1. Programme 3, c'est quand il reste un peu de vision. Donc là, c'est 3 quarts de sens compensatoire et un quart d'orthopsie. Programme 4, ça va être plus d'autopsie. C'est les patients totalement aveugles où il n'y a plus de potentiel exploitable. Et programme 5, ça va être des programmes pour les patients glaucome et rétine pigmentaire, mais avec la restriction du champ visuel, avec un champ visuel tubulaire, où là, on va des programmes intenses, donc à la fois orthopsie et sens compensatoire. Et puis, on a 2 programmes spéciaux, c'est les Alzheimer visuels, où là, ce sont des démences visuelles, c'est extrêmement difficile à rééduquer, et des patients qui sont sourds et aveugles, où là, on travaille sur des cystés, et là, on est très peu de centres à pouvoir faire ça en France. Hein, même si on prend même les hospices de jour, là, très peu de monde est capable de faire ça. Et puis, à la fin de la journée d'évaluation, on va prescrire les options, braille, si besoin, l'informatique et la psychomotricité d'emblée. Voilà, et la durée de nos séjours, c'est entre 2 et 6 mois d'hospitalisation. Donc, nos indications, donc ça peut être intéressant aussi pour vos adhérents. Bon, bien sûr, des patients en état de cécité, mais on va prendre dès que l'atteinte centrale est inférieure à 4 dixièmes. Donc là, typiquement, une maladie de Stargardt qui commence à être bien évoluée, voilà, là, on va commencer à pouvoir prendre le patient en hospitalisation complète. Si c'est une atteinte périphérique, dans le cas d'une rétine pigmentaire, bah, dès que le champ visuel est inférieur à 30 degrés, quel que soit le niveau d'acuité visuelle, si quelqu'un est à 10 dixièmes mais qu'il a un champ inférieur à 30, on va pouvoir le prendre en rééducation. Et puis, bien sûr, tout ce qui est HLH et quadranopsie, donc tout ça, c'est post-accident vasculaire cérébral. On a les patients en un état de surdécécité, et puis tout ce qui est troubles neurovisuels, c'est-à-dire Alzheimer et post-AVC. Donc, comment ça se passe pour vos adhérents qui seraient intéressés? Donc, le contact est fait par un courrier, une demande, un coup de fil, un mail, où il y a les coordonnées du patient. Et à la suite de ce contact, un dossier d'inscription est envoyé au patient, où là, on va devoir recueillir ben voilà, les dossiers de médecine générale et surtout les critères ophtalmologiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie de Stargardt à 6 dixièmes, ce n'est pas la peine qu'il nous écrive, les critères ne seront pas remplis. Donc, moi, je sélectionne tous les dossiers. En fait, globalement, tous les dossiers qui nous sont envoyés sont extrêmement pertinents. C'est très rare quand je refuse sur dossier. Donc, je prends ces dossiers et je programme un bilan d'évaluation en hospice de jour. Donc ça, le patient vient physiquement à la clinique où là, on va évaluer son acuité, son champ. On va parler un peu de la situation sociale avec la science sociale, des problèmes de santé annexes avec le médecin généraliste. Par exemple, on peut très bien avoir une mamie qui a une DMLA à 3 dixièmes, donc quelque chose de très facile à faire en rééducation. Mais par contre, elle a fait un gros AVC, elle ne se déplace pas toute seule, elle ne fait pas les transferts seule. Donc, on va dire, là, c'est peut-être pas le lieu pour venir faire votre rééducation. Et à la fin de cette journée, on prescrit un programme. Donc là, ça va du P1 au P5. Les programmes spéciaux, là, c'est la surdicicité et le neurovisuel. Je prescris la durée et le type d'hospice. Est-ce que c'est du complet? Est-ce que c'est hospice de jour? En sachant que tous les patients qui habitent à moins d'une heure de la clinique, on va leur proposer l'hospice de jour. Après, ils peuvent choisir. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, même sur des programmes lourds. Un P4, on peut les prendre en hospice de jour s'ils le souhaitent. Donc, le patient rentre chez lui après cette journée et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il revient et là, on a un séjour qui se décompose en 3 parties. Le bilan de 15 jours, où là, on va évaluer très finement ses stratégies de compensation. Et très souvent, un patient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va éviter certaines situations à risque. Et donc, il ne saura même pas lui-même comment il va réagir dehors pour traverser un passage piéton. Et l'idée, c'est que de ce bilan précis, où on va évaluer aussi le tact, l'audition, on va évaluer beaucoup de choses, ça nous permet de réajuster le programme. Et au bout de ces 15 jours, on part sur la rééducation intensive. Voilà, où là, on va travailler les stratégies visuelles, la coordination entre l'œil et la main, la technique de canne, évidemment, si besoin. Et puis, la dernière phase du séjour, là, c'est vraiment ce pourquoi les patients viennent, finalement, c'est la réadaptation dans la vie quotidienne, la réinsertion dans la société au maximum de leurs possibilités, où là, on va leur faire travailler les activités de vie quotidienne, les retirer des billets de banque, prendre le bus, faire un repas. On a souvent des patients ici en fin de séjour qui vont préparer des repas pour les autres patients. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour les patients et c'est très gradué. Vous voyez, ça va de l'évaluation au début, la rééducation et à la fin, la réadaptation. Donc, voici quelques images
de notre clinique où on travaille avec voilà, des casques de réalité virtuelle, on a les orthoptistes. En bas à gauche, vous avez le salon d'hospice de jour. Là, c'est pour les patients qui viennent et qui peuvent se reposer entre deux séances de rééducation. Alors, il faut savoir qu'au début, la rééducation basse vision, c'était vraiment pour les aveugles et pour vraiment la cécité totale. Il n'y avait pas d'orthopsie au départ. Et puis, finalement, on a dit, mais finalement, une DMLA ou une maladie de Stargardt, les patients sont très gênés dans la vie quotidienne et on va essayer d'optimiser au maximum ce qui reste. Et c'est pour ça que nous, la Ramav, on est connu pour ça, pour utiliser au maximum les possibilités visuelles du patient. C'est ce qu'on appelle la vision fonctionnelle. Et il y a une technique dans le Stargardt où vraiment on va décaler, on va faire un nouveau point de fixation et ça va nous permettre, sous téléagrandisseur, de réussir à nouveau à lire et à faire des choses qu'on ne faisait plus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, donc c'est vraiment la spécialité de la clinique. Et on a effectivement des thématiques très pointues sur la surdicécité, donc des patients qui sont sourds et qui deviennent aveugles. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté de rééducation de ces patients. On a aussi des problèmes neurologiques qui peuvent rendre également sourds et aveugles. On a les patients, beaucoup comme moi, je suis neuro-ophtalmo, la filière neuro-ophtal du service, où on a des maladies génétiques du nerf optique, on a des maladies ischémiques, des AVC, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de nouveaux outils de rééducation parce que tous les patients ne peuvent pas venir à la clinique. Et l'idée, ce serait vraiment de faire en sorte qu'un orthoptiste puisse utiliser nos techniques avant la RAMAV, après la RAMAV, et peut-être même pour un patient qui ne viendra jamais à la RAMAV. En fait, vraiment, c'est des outils de rééducation qu'un orthoptiste en libéral pourra tout à fait proposer à ses patients, mais qu'on aura développé ici à la clinique. Et également un outil de sensibilisation à la déficience visuelle qu'on a appelé Simba, qui on met un casque de réalité virtuelle aux aidants qui viennent voir les patients ici à la clinique, où on leur fait faire un parcours avec leur vision. Et puis après, j'active le mode basse vision. Et là, je crée le déficit visuel du patient. Et souvent, c'est assez fort comme impression où là, les aidants nous disent, mais je ne savais pas que c'était à ce point, quoi. Voilà. Donc souvent, ça crée un vrai électrochoc chez les aidants. Voilà. Donc, on travaille aussi avec des jeux sérieux. Pourquoi les jeux sérieux? Parce que la rééducation basse vision avait souvent une image un petit peu poussiéreuse, un peu répétitive, un peu rébarbative. Et nous, l'idée, on a voulu travailler sur le circuit de la récompense. C'est-à-dire la sécrétion de dopamine, c'est l'ado qui va jouer à Fortnite, qui va vouloir toujours battre son score, etc. Et ce côté dopamine, adhésion au programme de rééducation, en fait, ça rend les séances plus attractives et on voit qu'on a des patients qui finalement demandent à faire des séances de rééducation grâce à ces jeux sérieux parce qu'ils ne considèrent pas ça ni comme un travail ni comme ça, mais comme du plaisir. Voilà. Et c'est vraiment ça, ça va venir renforcer ce qu'on fait nous en rééducation traditionnelle. Et donc, on avait travaillé avec une école informatique où en fait on leur avait juste parlé de certaines contraintes. On voulait de l'exploration, on voulait de la coordination entre l'œil et la main, du pointage. Et vous voyez, là, c'était les premières versions bêta, ça doit dater ça de 2016-2017. On avait fait des petits jeux pour les patients déficients visuels. Donc ça, c'était à gauche. Après, on a voulu tester des jeux du grand public, donc des stores que vous pouvez trouver. Bon, par exemple, Tap the Frog, qui est un jeu très coloré, très contrasté, où même des patients très déficients visuels peuvent jouer. Et puis, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait à boire et à manger et il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, on a créé le label Aramab. Le label Aramab, c'est en fait, on crée une société, vient nous voir avec une solution informatique ou matérielle, et on va faire en sorte que nos patients déposent leur casquette de patient et deviennent des experts de la base vision et nous disent ça c'est bien, ça c'est nul, ou ça c'est pas mal mais il faut l'améliorer. Et on a tout un process de labellisation où le patient lui-même est intégré dans le process. Et ça, c'est très agréable pour le patient qui, depuis qu'il a perdu la vue, a une étiquette avec un handicap, en fait, et donc vraiment pas valorisante. Là, je leur dis, mais là, ce que vous allez nous dire, vous êtes les seuls à pouvoir nous dire, vous êtes des pilotes d'essai, vous êtes des bêta-testeurs. Moi, je ne peux pas tester le jeu avec ma vision. Il n'y a que vous qui pouvez nous dire si c'est intéressant ou pas. Et grâce à ça, donc, on a développé un label qui est donc à deux niveaux. Le label 1, c'est adapté aux déficients visuels. Et le niveau 2, c'est utile en rééducation basse vision. Et là, par exemple, vous avez un jeu de mots fléchés qui a eu les deux niveaux de labellisation parce que c'était tout à fait adapté en fait à la rééducation basse vision. Et ça, c'est des mots fléchés où quand on est aveugle, on peut malgré tout jouer
aux mots fléchés, aux mots croisés. Et donc, on a voulu s'intéresser à la réalité virtuelle, où ça, c'est vraiment mathématique actuelle, où ça fait des années que on fait de la simulation médicale et chirurgicale. On traite les phobies, hein, si vous avez peur des araignées, des serpents, si vous avez le vertige, on peut le traiter en immersion. Les Canadiens aussi font ça pour traiter le stress post-traumatique, hein, c'est le syndrome Rambo, hein, vous savez, il vient de zone de guerre, il n'est pas blessé, mais par contre, il est plus du tout adapté à la vie civile. Et en fait, on va les réentraîner à la vie civile en réalité virtuelle, et ça fonctionne très très bien. Et donc, on a voulu lancer un grand projet où là, on a eu la chance en 2016 de gagner le premier prix de la Fondation Écoutez Voix, où on a eu un budget pour développer tout un environnement en réalité virtuelle pour le patient déficient visuel. Donc, voici quelques images où, en fait, on va projeter le patient dans cette cuisine. Il va pouvoir faire le tour, prendre les livres, essayer de lire, faire plusieurs tâches. Et l'idée, c'est que je dis toujours qu'un patient, c'est pas seulement une acuité ni un champ, mais c'est ce qu'il en fait. Je fais toujours le parallèle avec le poker, où vous pouvez gagner une partie avec un 2-7 dépareillé du moment que vous bluffez. L'idée avec un patient déficient visuel, c'est qu'on a des patients avec la même acuité, le même champ. Il y en a un qui va être totalement perdu et l'autre, on n'a pas l'impression qu'il est déficient visuel. Donc, l'avantage de l'évaluation en milieu écologique, c'est que on voit, comme si on se déplaçait quasiment au domicile, voir comment le patient se déplace. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il se cogne? Est-ce qu'il se ferait mal? Et travailler, en fait, en simulation de vie quotidienne, des situations qui seraient potentiellement dangereuses, puisque là, on a fait la cuisine, mais on a fait aussi un parcours extérieur. Et ça nous permet, comme un pilote de Boeing qui va s'entraîner sur simulateur, là, on a fait un simulateur de vie quotidienne, tout simplement. Donc là, c'est un de nos 30 patients de l'étude avec son casque HTC Vive qui s'est régalé à faire, voilà, on lui a fait faire plusieurs missions, mettre le bol, vous voyez, sous le robinet. Après, on va prendre l'éponge. Chaque petit bruit que vous entendez, c'est le patient qui se cogne contre le rebord. Voilà, on lui fait passer voilà, l'éponge. On va lui demander d'aller chercher la recette de cuisine. Et là, évidemment, un patient qui a un Stargardt, il va pouvoir se déplacer, mais il ne va pas pouvoir lire la recette. Donc, il va baisser en score sur toutes les opérations, les missions de repérage et de lecture. Voilà, donc on peut, par exemple, se déplacer jusqu'au frigo. Le frigo qui est évidemment interactif, qui est plein. Et donc, voilà, on va voir comment le patient se débrouille finalement avec sa vision. Et l'idée, c'est qu'on va lui faire travailler certaines données, quand par exemple, il se cogne toujours à gauche, lui faire travailler des missions à gauche jusqu'à ce qu'il intègre le fait qu'il faut tourner la tête et aller regarder ce qui se passe à gauche. Donc, on a inclus 30 patients. Bon, je ne veux pas vous passer les chiffres, mais globalement, c'est hyper bien toléré. On a pu mettre des différences de résultats entre des patients vraiment très déficients visuels et les patients moins déficients visuels. Donc, on voit des différences en réalité virtuelle. Merci, au revoir. Et là, ce qui est beau, c'est que vraiment, c'est un logiciel qui a prouvé qu'on pouvait faire des différences entre les patients et que dans un même groupe, on allait avoir des performances, même avec la même acuité, le même champ, des performances différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut évaluer les patients en réalité virtuelle. Donc, les conclusions de cette étude, c'était que c'était agréable pour le patient, que comme le casque est encore un petit peu lourd, le matériel est encore un peu lourd, il faut faire attention aux patients qui ont de l'arthrose cervicale parce que ça peut déclencher quelques douleurs. Et ce qu'on a trouvé qui est incroyable, c'est qu'il y a une telle adhésion à ce que voit le patient, c'est qu'il y a des risques que le patient s'appuie quand il est debout sur l'îlot central. Voilà, parce que comme nous voyons, quand on met le casque, on a vraiment l'impression d'y être en fait. Un patient déficient visuel avec la déficience visuelle qui va masquer les défauts, ils sont littéralement téléportés. Donc ça, il faut faire attention dans quand le patient déambule, qu'il ne prenne pas une chaise virtuelle pour une vraie chaise. Voilà. Donc ça, on s'en est aperçu, c'est que l'adhésion des patients déficients visuels était encore supérieure à l'adhésion de sujets voyants. D'accord. Et en fait, nous, ça nous intéresse beaucoup et notamment pour les maladies génétiques de la rétine, c'est que pour évaluer une nouvelle thérapeutique, c'est-à-dire des cellules souches, pour évaluer de la thérapie génique, de l'optogénétique. En fait, l'OCT ne va pas fonctionner, les différences d'acuité vont être très faibles. Et en fait, je pense vraiment que pour de l'évaluation multicentrique de patients, que ce soit à New York, Séoul, Paris ou Nîmes, avec la réalité virtuelle, vous allez avoir les mêmes conditions d'éclairage, les mêmes conditions exactement pour tous les patients, et on pourra être significatif
sur des études multicentriques. Parce que pour l'instant, on est obligé de faire déambuler des patients avec des luxmètres pour avoir à peu près les mêmes conditions lumineuses, mais c'est complètement biaisé. Avec la réalité virtuelle, vous pourrez essayer, s'il y a de la thérapie génique dans le Stargardt, de dire, ben voilà, on injecte avant, après, comment le patient se débrouille. Et là, ce qui était gênant pour l'instant, c'était le nombre d'inclusions. Mais là, si on arrive à faire du multicentrique en réalité virtuelle, ça résout le problème du biais quand on est sur plusieurs salles d'examen avec des luminosités différentes. Il ne fait pas pareil la même lumière à Dunkerque qu'à Nîmes, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. C'est surtout beaucoup moins coûteux, sans doute. Et puis bon, moins coûteux, vous imaginez, Sûr. l'univers virtuel existe. Enfin, vraiment, à mon avis, ça n'a que des avantages. Voilà. Il faut Donc juste là, faire accepter ça par les agences réglementaires, mais voilà, c'est- ils c'est- ont eu un c'est- peu de mal encore, mais ils ont mis 2 ans à accepter le fait que j'utilise un casque de réalité virtuelle chez le patient déficient visuel, mais on y est arrivé. Donc voilà, il suffit d'être un peu persuasif et ça se fait, à son rythme, mais ça se fait. Et donc voilà notre univers extérieur. On va prendre le patient voilà, à longer un trottoir, à traverser une rue, à éviter des obstacles. Donc ça, c'est vraiment voilà, un exemple où là, par exemple, vous allez avoir un passage piéton et on va entraîner le patient à repérer, à longer un trottoir, aller appuyer sur le bouton pour traverser le passage piéton. Quand on traverse, évitez, vous voyez, vous avez des bottes en face qui sont en contre-jour, on peut faire varier les conditions lumineuses. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis récemment, on s'est mis à faire de la réalité augmentée, où là, vous allez avoir, en fait, on n'a pas besoin de programmer l'environnement, parce que ça va filmer l'environnement. Donc là, par exemple, l'image d'arrière-plan existe vraiment, et on ne fait apparaître que les objets virtuels que vous voyez, les ballons, les balles, et on n'a pas besoin de programmer tout le reste. Donc en termes de programmation, c'est beaucoup plus léger. Donc vous voyez qu'on a développé avec une société 14 petits modules de rééducation basse vision. Et là, je vais vous montrer ça, c'est dans mon bureau, où là, je vais vous montrer un des 14 modules où là, vous allez avoir ici l'arbalète. On va choisir le niveau de difficulté, la durée de l'exercice. Est-ce qu'on est droitier ou gaucher? Et donc là, c'est mon bureau qui est filmé tel quel. Et on va faire apparaître des ballons et le patient va devoir repérer, pointer et tirer. Voilà. Et là, il va pouvoir battre son score. Et ce qu'il y a dessus vraiment très intéressant, c'est que ça nous permet de travailler en orthopsie en vision de loin, chose qu'on ne fait jamais. Voilà. Et ça, par exemple, pour un patient qui a un Stargardt, c'est génial parce que on va pouvoir lui faire travailler sa vision centrale ou décalée avec quelque chose de très coloré, de très ludique. Et ça, vraiment, ça change tout. Parce que vraiment, jusqu'à présent, la vision de loin en orthopsie, en basse vision, c'était très difficile de travailler. Donc, c'est pas révolutionnaire, mais par contre, c'est très complémentaire avec ce qu'on fait déjà. Voilà, donc c'est un autre exemple. Là, ça, c'est le tir à l'arc. Donc, c'est quelque chose, on rajoute une difficulté parce que là, ma main droite va en arrière. Je vais chercher la flèche, je vais pointer, je vais tirer. Donc là, en fait, on a des exercices de difficulté croissante. Et pareil, c'est toujours les mêmes principes repérage, pointage, coordination entre l'œil et la main. Voilà, ça, c'est super efficace et super ludique. Donc ça, c'est pour vous montrer un patient qui, lui, alors, c'est l'inverse d'un Stargardt. Lui, par contre, c'est une restriction concentrique du champ visuel. Donc, vous imaginez, regardez à travers le trou d'une serrure. Il n'avait pas touché un ballon depuis 10 ans. C'est un ancien champion de handball. Et honnêtement, je pensais qu'il n'était pas du tout capable de faire ça. Et au bout de 5 minutes, il arrive à diriger son regard, à coordonner son œil et sa main, et il a retrouvé le plaisir de jouer au ballon. Et lui, il nous demandait à faire cette séance tous les jours. Voilà, et on voit qu'on n'est pas du tout dans de la rééducation besogneuse classique. Voilà, c'est en complément, donc ça ne remplace jamais une rééducation classique, mais par contre, on voit le côté ludique, répétitif qui va renforcer le circuit de la récompense. Ça, avant, on ne l'avait pas. Voilà, et donc ça, une autre potentialité dans ce qu'on fait, c'est qu'on met un casque de réalité virtuelle. Et d'habitude, pour préparer un trajet, on allait sur Google Street. Sauf qu'un écran d'ordinateur, c'est limité, forcément, c'est pas très grand. Et là, en fait, on met le casque sur la tête du patient et on lui fait travailler des trajets. Donc ça peut être, par exemple, à Nîmes, avant d'aller pour de vrai faire le trajet. Et là, par exemple, on peut transporter le patient à des centaines de kilomètres pour travailler un trajet, par exemple, de son domicile jusqu'à la boulangerie, en repérant chaque fois bah, la croix, par exemple, de la pharmacie, une enseigne bleue, etc., pour que le patient se repère avant de retourner chez lui. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très intéressant. Bon, après,
On a une autre collaboration avec une boîte qui travaille même sur une plateforme. C'est des plateformes qui vont bouger, qui vont permettre de travailler l'équilibre, les transferts de poids. Enfin, ça aussi, c'est super intéressant. Et puis tout ça, vous allez me dire, mais bon, c'est génial, vous jouez beaucoup avec les patients, mais est-ce que ça a un intérêt pour les patients? Et donc, nous, on a un marqueur ici qui s'appelle le questionnaire 1330 Aramab, qui est un questionnaire de qualité de vie qui est adapté aux patients déficients visuels, quelle que soit l'origine du déficit visuel. Donc, c'est adapté à un Stargardt, mais ça peut être adapté aussi à une DMLA. Et l'idée, c'est qu'on va faire passer un bilan d'autonomie, de qualité de vie. Donc là, vous voyez, les deux premières colonnes, c'est le degré d'autonomie, c'est comment le patient fait l'activité. Donc là, en l'occurrence, c'est les vêtements. Il le fait avec difficulté et c'est une aide humaine. Il y a les dents qui l'aident. Donc. Et là, la troisième colonne, c'est comment il se trouve par rapport à cette situation. Et là, le patient est insatisfait. Donc, on va devoir le travailler parce que ça fait baisser ses scores de qualité de vie. Et là, vous allez ici avoir un bilan de synthèse. Donc, on étudie 9 dimensions différentes, où là, vous allez voir que sur les 9 dimensions, on va avoir souvent vraiment une belle corrélation entre le degré d'autonomie et la qualité de vie. Mais chez cette patiente, on avait une discordance, si vous voyez la dimension 4, sur la préparation des repas, où vous avez 97% d'autonomie, mais 20% de qualité de vie. C'est-à-dire qu'elle le fait, mais elle a beaucoup de mal à le faire. Elle est en difficulté. Donc là, si on l'aide à travailler ça, on va faire exploser ses scores de qualité de vie. Donc, on fait vraiment du ciblage à l'activité près. Voilà, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est du sur-mesure et on a des chiffres avant-après. Globalement, entre avant et après la rééducation, les patients prennent 30% d'autonomie et 30% de qualité de vie. Il y a peu d'interventions médicales qui arrivent à ces niveaux-là. Hein. Et donc, ça, c'est ma dernière diapositive. Donc, la perspective, c'est d'adapter le 1330 chez l'enfant et l'adolescent, puisque moi, je ne fais que de l'adulte. Donc, j'avais vu qu'il y avait une question comme ça sur l'âge. Donc, à la clinique, c'est à partir de 18 ans. Et puis après, il n'y a pas de limite supérieure, mais ce n'est pas avant 18 ans. On va poursuivre les travaux de labellisation. Et notamment, on va accueillir la ceinture ARTA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils ont gagné le concours Lépine cette année. C'est une ceinture haptique. Vous mettez une ceinture dans le dos. Et en fonction des obstacles, vous allez avoir des petits picots qui vont s'activer. Donc, si vous avez un mur à droite, il y a tous les picots à droite qui vont s'activer. À gauche, pareil. Devant, bah, tous les picots en même temps. Enfin, c'est magnifique parce que le sens rapidement, ça se fait automatiquement. Il n'y a plus du tout à penser à ce qui se passe. Et les patients vont éviter les obstacles sans y penser. Donc, c'est un peu comme de l'écolocation chez les chauves-souris. Sauf que là, c'est avec un sens tactile dans le dos. On a essayé la solution, c'est très très prometteur. Hein. Oui, puis le sens Encore tactile, c'est bien pour remplacer l'auditif, c'est-à-dire que les malvoyants ont beaucoup recours à l'audio, forcément. Et finalement, en fin de journée, c'est un peu usant d'avoir toujours de l'audio pour c'est compenser, ça. on va dire, la Et puis malvision. ça coupe. Et ça coupe aussi de l'environnement. Donc, En tandis que plus, là, c'est que du tactile. Et donc, ils gardent totalement leur acuité sonore. Donc, ça, vraiment, ça nous semble une très bonne idée parce que ça ne mobilise pas l'audition. Donc, on est en train de construire une salle de repérage sonore, puisque quand on perd la vision, évidemment, on a besoin de son sens, du sens donc de repérage spatial auditif, où on a des sources fixes et des sources mobiles, et les patients vont devoir repérer les sources fixes et mobiles. On a intégré récemment le Rehab Lab. Donc là, c'est en fait toute une structure, un réseau de structures qui font de la rééducation, pas seulement basse vision, en utilisant l'impression 3D. Donc, c'est de l'open access, c'est-à-dire que chaque structure qui développe une solution, par exemple, pour nous, ça va être un porte-canne euh, de détection, ça peut être aussi un guide check. Et donc, on fournit les fichiers et toutes les structures se partagent les solutions. Donc, ça, c'est très stimulant. Et puis moi, mon combat pour les années qui viennent, vous l'avez compris, c'est que la VR soit reconnue comme outil d'évaluation dans des études multicentriques pour voir avant et après les thérapies innovantes, voilà, les thérapies géniques, cellules souches, etc., pour voir l'impact des nouveaux traitements sur le comportement en vraie vie des patients. Voilà. Et puis le dernier point, c'est la reconnaissance de notre spécialité parce qu'on est considéré comme un SSR, maintenant on appelle ça SMR, polyvalent, comme si on rééduquait des patients après une fracture de la hanche. La spécialité basse vision n'existe pas. Et donc, en clair, ça nous fait perdre 25% du financement. Autant dire qu'on met la clé sous la porte. Quoi. Donc, il y a eu une reconnaissance du ministère qui nous a reconnu pour cette année une spécificité basse vision. Mais on aimerait que ça soit pérenne pour, bien sûr, stabiliser la situation et faire en sorte qu'on ne disparaisse pas.
Voilà. Voilà pour la clinique Aramav. Eh bien, dites-moi, on en a appris des choses. Bon, j'ai peut-être été un peu long, mais bon, c'est un Non, non, projet non, qui. vous avez été très exhaustif et sincèrement, on découvre un nouveau monde et c'est, je dirais, vraiment surprenant qu'on ait été autant malvoyant que ça, Oui, c'est ça. par rapport à votre activité Un peu. pendant de si longues années. Donc, on va regarder avec Ivan comment on va pouvoir communiquer là-dessus aux membres. Moi, j'ai l'impression, Ivan, que on pourrait peut-être mettre à disposition même la vidéo, en fait, parce que il y a tellement de choses intéressantes que si on fait que du sonore, ça sera peut-être un petit peu court. On va en discuter ensemble. Hem, mais clairement, je crois que c'est vrai que dans la prochaine newsletter, il faut on mette beaucoup d'importance sur cette activité et sur ces possibilités qui s'offrent à nos membres et qui connaissent finalement très peu. Donc ouvrons la voie au Stargardt pour qu'il se dirige vers vous ou l'un des autres centres Aramaf. Oui. Et donc, pas, aucun souci pour utiliser ma vidéo, le diaporama, il n'y a aucun problème pour le diffuser, bien évidemment, hein. D'accord, merci beaucoup. On va revenir vers vous, professeur, très vite. Merci infiniment pour, Mais c'est moi cette qui vous remercie. présentation extrêmement complète et je suis certain que ça va énormément intéresser, l'ensemble de nos membres. Bon, bah, tenez-moi au courant. Et puis, s'il fallait écrire un petit texte pour votre newsletter ou quoi, enfin, n'hésitez pas. Je suis là et je vous soutiendrai bien sûr cette publication, quoi. Merci infiniment. En vous Merci à souhaitant une bonne vous. fin de journée. Ah pardon, Ivan, tu avais peut-être une question? J'avais une petite question. Comment on peut faire nos membres qui n'habitent pas à Nîmes? Est-ce que vous Alors, pouvez expliquer comment marche le oui, oui. réseau de professionnels Ariba? Alors, il y a le réseau Ariba. Donc, la première des choses, c'est pas parce que les patients n'habitent pas Nîmes qu'ils ne peuvent pas venir, puisque nous, on a un recrutement national et qu'on a 20 lits d'hospice complète. Donc, les patients, même s'ils habitent Strasbourg, peuvent tout à fait venir à la clinique. C'est pas du tout limitant. Après, si c'est des patients qui ne souhaitent pas être hospitalisés ou avec une acuité supérieure à 3 dixièmes, là, l'annuaire Ariba se trouve sur Internet. Il suffit de taper Association Ariba ou Société francophone de basse vision. Et là, vous aurez une carte interactive. Vous cliquez sur votre département et vous aurez tous les professionnels inscrits. Et donc, un professionnel inscrit sur le réseau Ariba sera forcément spécialiste en basse vision. Alors, il y a des orthoptistes, des opticiens, des instructeurs locaux. Donc, il ne faut pas hésiter à, bien sûr, consulter l'annuaire Ariba et le numéro vert, puisque là, vous aurez aussi un interlocuteur qui pourra vous orienter au plus près de chez vous. Mais en tout cas, le fait d'habiter loin de Nîmes n'exclut absolument pas une hospitalisation chez nous, puisque on a des lits d'hospice complètes pour des séjours même longs, hein. Merci. Et ben, Merci beaucoup. j'ai peut-être une question également. Vous indiquiez que vous aviez également 2 médecins généralistes qui accompagnaient Oui. les patients qui venaient vous voir. Est-ce que, vous approchez l'alimentation, la Ah oui, fatigue qui peut être générée ah par la oui. malvision? Ah ben alors ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ici à la Ramave, l'idée, c'est que les patients viennent pour de la rééducation basse vision et les équipes ont pour mission qu'il n'y ait aucune interférence. C'est-à-dire que les patients viennent, ils ne soient pas perturbés par la nourriture pas adaptée, des intolérances. euh, et l'idée, c'est de mettre vraiment le patient, de le tourner vers la rééducation pour qu'il n'y ait aucune interférence là-dessus. Donc, pendant la journée d'hospice de jour, on va interroger le patient sur effectivement est-ce qu'il a des intolérances, est-ce qu'il a des besoins particuliers pour que le séjour se passe de la meilleure manière possible. Mais est-ce que vous allez lui indiquer des conseils, de meilleure alimentation? Ah ben, Ou est-ce qu'il peut vous poser des questions sur le fait qu'il a une fatigue, chronique, par exemple, qui apparaît avec la baisse de la vision ou peut-être, alors les conseils, problème de oui. mémoire, problème Alors, de ça arrive très souvent qu'on rétablisse, puisqu'un patient peut avoir un déséquilibre alimentaire, puisque la déficience visuelle peut aussi toucher bah,
c'est plus difficile de faire ses courses, d'aller choisir, etc. Donc, on va avoir aussi tout un travail là-dessus de, je dirais pas d'éducation, mais en tout cas, ça nous arrive très souvent de reprendre les choses en termes alimentaires chez des patients qui ont de mauvaises habitudes. Et c'est très souvent que les patients perdent du poids, des patients en surpoids qui en perdent parce que ici, ils ont une alimentation équilibrée. Et bien sûr, il y a des conseils qu'on donne sur l'alimentation. Pour la fatigue visuelle, il y a un fait paradoxal. L'endurance visuelle, c'est quelque chose qu'on teste pendant la journée de speed de jour. Donc, on va demander au patient combien de temps il peut lire, si c'est encore possible, sans avoir de difficulté. Voilà. Donc, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure, voilà, ça dépend des cas évidemment. Et quand ils viennent ici, souvent la fatigue visuelle augmente parce que au début, on teste, on fait les bilans, la rééducation c'est fatigant, mais ce qu'on voit systématiquement, c'est qu'en fin de séjour, l'endurance augmente. Donc, il y a un effet où il y a une grosse fatigue au début de la rééducation, voilà, pendant une grande partie de la rééducation, et puis au fur et à mesure, quand les nouvelles techniques sont là, qu'on lit au téléagrandisseur, etc. Et en fait, là, on récupère de l'endurance visuelle. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que la baisse de vision va générer une fatigue visuelle, mais aussi générale, que ce phénomène peut être accentué au début de la rééducation, mais que nous, bien sûr, notre objectif, c'est d'augmenter l'endurance visuelle à terme. Voilà, mais il ne faut pas croire que c'est immédiat. On l'imagine bien et c'est vrai que c'est sans doute un gros progrès de pouvoir effectivement diminuer la fatigue visuelle d'un patient C'est un des enjeux de la rééducation. entre le premier jour où il arrive chez vous et le moment où il en sort. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Pas tout à fait Merci passionnant. infiniment.